De participer à cette journée, qui est une journée que je considère comme la mienne aussi, même si je ne suis pas, selon les critères nationaux, un citoyen burundais, mais je considère que je suis burundais depuis 1972. J'ai un peu de mal quand même à revenir sur un témoignage factuel après des observations générales qui vont dans le sens que je voulais peut-être aussi souligner, mais je vais revenir sur ce que j'ai vu, parce que c'est pour ça que je suis venu, et parce que je considère que c'est très important qu'on dise et qu'on raconte. Tous ceux qui sont là sont probablement des parents, des enfants, des petits-enfants, des victimes de 72 ou d'autres massacres qui ont précédé ceux de 72. Vous avez des cicatrices, des plaies peut-être encore béantes, mais moi aussi. Parce que j'ai vu partir mes camarades, un à un, parfois en groupe, et j'ai assisté pratiquement au départ du dernier sur le campus. Parce que ça ne s'est pas passé en une journée. Je vais me contenter de parler, de témoigner sur les événements qui ont commencé le 29. Mais avant ça, je vais quand même placer ça dans un contexte qui me concerne personnellement. Je suis arrivé au Burundi avec l'ouverture de l'année académique 71-72, c'est-à-dire ça doit être en septembre ou octobre, je ne sais plus. Un jeune Rwandais de 21 ans, avec marqué sur la tête beaucoup de questions, notamment celles ethniques. Même si en ce qui me concerne, il y avait beaucoup de confusion et de doutes de la part de beaucoup. Et tout le monde voulait savoir à quelle ethnie j'appartenais, alors qu'au Burundi, cet élément n'était pas dans les pièces d'identité. Contrairement au Rwanda, on savait que tel était Hutu, que tel était Tutsi, que tel était toi, parce que c'était dans les pièces d'identité. Au Burundi, il n'y avait pas ça. Pourtant, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait l'identité de son voisin. Que les étudiants se connaissaient entre eux, les Hutus se connaissaient. Et que beaucoup venaient en aparté le soir, dans ma chambre, me demandaient, me poser des questions pour essayer de me sonder, pour savoir qui j'étais. Bref, après un certain temps, tout le monde savait à qui il avait affaire. J'étais boursier d'abord du gouvernement rwandais, et en ce moment-là, il faut le dire aussi, beaucoup de boursiers Tutsis n'étaient pas envoyés à Bujumbura, parce que ça n'aurait pas concordé avec la politique du Rwanda. C'est une réalité.
il n'y avait pas beaucoup de Tutsis boursiers du gouvernement qui étaient envoyés dans certains pays. Donc nous étions un groupe de 10 boursiers rwandais en faculté de droit et de 5 autres qui étaient à l'Institut des sciences physiques, de l'éducation physique. Il y en avait quelques-uns à l'ENS aussi. Tout se présentait bien jusqu'en janvier 72. Lorsqu'il y a eu, vous vous souvenez, les fameux procès, je pense que ça a eu lieu en janvier, de Nwombo Ragné et ses camarades. Et parmi le groupe qui était jugé en ce moment-là, il y avait le fameux Rukeba François. Rukeba François qui était le chef des rebelles Inyenzi rwandais. Parce que c'est Rukeba qui avait recruté la personne qui devait assassiner Michombero. Donc ça avait son importance en ce qui nous concerne. J'ai été au parquet général suivre le procès, comme tous les étudiants, en droit en tout cas. Et à la fin, je commençais à comprendre que quelque chose se passait et que ça allait peut-être mal finir. Quoique, après les avoir condamnés à mort, le président Michombero a décidé de surseoir à l'exécution de la peine. Parce qu'il y avait beaucoup de pression. Bref, certainement aussi par solidarité ethnique, hein, c'est ce que certains ont dit, puisque c'est des Tutsis qui sont condamnés, il y a eu des pressions d'évêques et d'autres personnalités burundaises pour dire, écoutez, il ne faut pas introduire ce problème-là dans notre famille, parce que ça risque de donner aux Hutus et aux autres l'occasion de prendre la revanche. Si nous on se divise, c'est les autres qui vont s'unifier et peut-être faire autre chose. Quelques mois plus tard, le 29 avril, François l'a souligné, parce que, en passant, je souligne que j'ai reconnu François tout à l'heure, on était ensemble sur le campus. C'est probablement un des rares que j'ai pu retrouver après le génocide. Il y en a d'autres que j'avais vus au Rwanda, comme Prosper Nuyanawe, je pense, qui a été à un moment donné ministre, et quelques rares. Donc le 29, moi, avec un camarade rwandais, un ami burundais, François, qui travaillait à la Bata, nous nous trouvions dans un bar à Buyenzi. Comme souvent les week-ends, on était jeunes, on aimait s'amuser. Et je me souviens, vers minuit, mon ami Joseph est allé danser avec une dame qui était là, une Rwandaise. Et quand elle a entendu son accent, elle l'a reconnu comme Rwandais. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici alors qu'il y a des problèmes en ville? Et elle nous a raconté que des étudiants, que le campus était descendu sur la ville et que les étudiants se battaient contre les militaires de Michombero. Et en nous pressant de rentrer très vite, mais en évitant de passer par la ville. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement. On est rentré vite, en passant par Bouiza, Nyakabiga et le campus. C'était le samedi soir. François nous avait dit en passant que c'était le samedi noir. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi François parlait de samedi noir. C'était un ami Hutu burundais, très très congolisé à l'époque, mais il nous disait c'est un samedi noir aujourd'hui. Peut-être qu'il avait quelques éléments, on ne sait pas. Le lendemain, dimanche, rien ne s'est passé de très particulier sur le campus. Et le surlendemain, c'était le 1er mai, je crois, donc fête du travail. Si mes souvenirs sont bons, tout a dû commencer. Et bien sûr, il y a eu des fameux communiqués qui demandaient à tout le monde de rester à la maison, couvre-feu, état d'urgence et tout. Et lorsque nous avons repris les cours, vous savez, sur le campus à l'époque, il y avait en fait plusieurs sites. Il y a des étudiants, notamment ceux de médecine, qui suivaient des cours au collège du Saint-Esprit, sur la colline. Il y en a d'autres qui étaient plus loin, et nous, on était sur la partie où il y a le grand amphi, avec les sciences économiques, le droit et d'autres... comment ? Voilà. Et tout d'un coup, pendant que nous avions cours devant notre professeur d'économie politique, M. Bonvin, qui est de nationalité suisse, la porte s'est ouverte et on a vu entrer des militaires précédés d'un civil, armés. Ils nous ont braqués, je dirais, carrément.
Et lorsque notre professeur a voulu s'interposer, ils lui ont mis le revolver ici, sur le ventre, en lui disant « Vous ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas ». Donc ils nous ont forcés à sortir de la classe. Nous étions au premier étage. On est descendu dans la cour intérieure où il y avait plein de sable évidemment par terre. Et le civil, je m'en souviens, je pense que c'était il travaillait pour le parquet. Il avait des papiers en main, enroulés comme ça. Et puis subitement, il s'est mis à les déplier et a commencé à appeler. Nous sommes à 3 jours du 29 avril. On s'est dit, mais à supposer même qu'il y ait eu des événements qu'on est en train d'évoquer à la radio, est-ce que vraiment ces gens ont eu le temps et les moyens de lister des étudiants du campus? Ça déjà c'est un signe qui ne trompe pas, c'est que ces listes avaient été préparées de longue date. C'est clair et net, c'était vraiment un scénario monté avant, avec la liste de nos camarades. Ils ont commencé à appeler un à un, et les étudiants qui étaient appelés avançaient dans la cour, au milieu du cercle, et ils étaient forcés à se coucher par terre, le ventre à terre, et les bras dans le dos, un peu comme des troncs d'arbres. Et puis à la fin, lorsque tout le monde était appelé, parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu à l'appel, est-ce qu'ils étaient là ou ils n'étaient pas là, je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde n'a pas répondu. Ils les ont montés sur les camions militaires qui étaient là, qui les attendaient. Et là aussi, je pense me souvenir que nos camarades ont été placés dans le camion, ventre contre terre, voilà quoi. En tout cas, couchés sur ventre. Et les militaires leur sont montés dessus. Avec parfois des coups voilà, des baïonnettes. Et quand les camions partaient, on entendait des hurlements de nos camarades. Certains étaient probablement déjà morts parce qu'il y avait plusieurs militaires dessus. C'est des jeunes de notre âge. Pour la plupart, ils avaient mon âge parce qu'ils ont été pris dans les mêmes classes que nous. Quand on entrait à l'université, on avait 20, comme François, ou 21 ans comme moi, guère plus. Dans le même temps, des camions s'étaient rendus sur la colline pour prendre nos camarades de la faculté de médecine et des autres facultés, partout où il y avait des sites universitaires. Ça ne s'est pas fait seulement là où nous étions, ça a été généralisé. On a demandé à ceux qui n'étaient pas ramassés ce jour-là de nous dire comment ça s'était passé. C'est le même scénario, des fonctionnaires en civil, entourés de militaires avec des listes, et même chose, obliger les étudiants à coucher par terre. Et ces gens-là ne sont jamais revenus, évidemment, inutile de le répéter. Et ce n'était pas terminé ce jour-là. Je suis resté à Bujumbura pendant plus d'1 mois, peut-être même 2, parce que vous savez, quand il y a des événements pareils, on n'a même pas le temps de compter les heures, ni de noter les jours, les dates. Notre groupe de Rwandais a assisté à tout ça. J'ai vu partir tous les amis que je connaissais détenus ou tout. J'ai vu malheureusement quelques étudiants fraterniser avec les militaires, des clins d'œil par-ci, ou des serrements de main par-là. Lorsque les militaires partaient, ils serraient la main de certains étudiants en leur susurrant des choses qu'on ne comprenait pas. On se disait, c'est probablement pour les remercier d'avoir préparé les listes. Mais est-ce qu'il y avait même besoin que les étudiants aient préparé ces listes? Moi, après avoir réfléchi, analysé les événements comme je les avais vus, je pense que ces listes venaient du rectorat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les étudiants Hutus qui étaient à l'université, mis à part quelques exceptions, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. J'en ai retrouvé certains parce que je suis originaire de Tchangougou, j'en ai retrouvé certains à Bukavu, quelques rares, 2, 3, 4, et certains à Kigali. Il y en a qui ont pu aller jusqu'en Tanzanie, ceux qui n'étaient pas rentrés du week-end, qui venaient du sud, qui ont pu traverser le pays. Mais le campus a été nettoyé, ethniquement parlant. Quelques autres ont pu être sauvés par un camarade congolais qui s'appelait
Emmanuel Sikabwe, qui avait vécu, qui était né, je pense, à Bujumbura, qui avait grandi à Bujumbura, qui avait fait toutes ses études et qui parlait, qui ont dit probablement mieux que beaucoup de Burundais. Il a pu sauver quelques Hutus avec l'aide de l'ambassadeur du Zaïre à l'époque, qui était un colonel, un homme très bien, qui a bravé les ordres de Mobutu, parce que ce qu'on n'a pas dit suffisamment ici, c'est que pendant que les Hutus mouraient, pendant que l'armée de Michombero les massacrait, l'armée congolaise assurait la garde de la ville, l'armée du Zaïre. Il y avait des centaines de soldats zaïrois qui étaient venus à Bujumbura pour garder la ville pendant que les militaires burundais allaient assassiner les populations. Il faut savoir que les avions... Ah ben oui, c'est des choses que nous on a vues. Les avions militaires de l'armée zaïroise bombardaient les populations. Nous on les voyait. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut absolument dire. Il faut savoir que l'ambassadeur du Congo, à un moment donné, il s'est révolté. Il a aidé beaucoup de jeunes burundais à fuir, des élèves du secondaire, des étudiants. Et il a été limogé aussitôt. Et rappelé au Congo, je pense même qu'il a disparu, ce colonel-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne raconte pas souvent, mais le Zaïre de Mobutu était très impliqué dans le massacre de Bujumbura et d'ailleurs. Une autre chose qu'on ne relève pas suffisamment, peut-être, c'est... Et moi, j'en ai toujours eu honte. C'est le silence que le Rwanda a gardé pendant toute cette période. Jusqu'au mois d'août, ou voire après, hein, à Kigali, on ne parlait pas des massacres. Aujourd'hui, on se souvient seulement des injures et des invectives qui se faisaient entre le Rwanda et le Burundi après. Mais pendant les massacres, pas un mot n'a été dit, ni à la radio, ni sous quelque autre forme que ce soit. Je ne suis pas en train de condamner mon gouvernement de l'époque. Mais il faut le dire, parce que lorsque, grâce à notre ambassadeur à Bujumbura, l'ambassadeur Karaké, qui est un homme extraordinaire, qui venait nous voir tous les jours sur le campus, avec sa voiture et drapeau national, pour certainement dire que les jeunes Rwandais étaient protégés. Lorsque nous sommes rentrés à Kigali, nous avons été reçus par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Ce qui est quand même extraordinaire. Des jeunes étudiants de première candie qui rentrent et qui sont reçus par le ministre. Et le message, c'était quoi? C'était pour nous dire qu'il ne fallait absolument pas en parler, que même pas à nos parents. Non mais c'est la vérité, hein. Qu'il ne fallait pas en parler parce que ça risquait de provoquer des troubles dans notre pays. Ça, c'est vrai en plus. Parce que lorsque ça a commencé à être connu, les troubles sont venus. Vous vous souvenez, début 73, au Rwanda, ils ont chassé les Tutsis des écoles et de la fonction publique et des entreprises. En réaction à ce qui s'était passé au Burundi. Moi, j'appelle ça le phénomène des vases communicants. C'est comme ça que je l'interprète dans mon livre. Est-ce que le gouvernement rwandais avait raison d'éviter d'en parler? Je ne sais pas. Moi, je dis que non. Il fallait absolument, lorsque les gens meurent, quels que soient les risques qui sont courus dans un pays, même le plus semblable possible du Burundi, à mon avis, si le Rwanda avait parlé un tant soit peu ou alerté le monde, peut-être qu'ils l'ont fait par la voie diplomatique. Certainement d'ailleurs. Mais pas vraiment de façon visible. Un autre élément que je soulignerai quand même, c'est que même si nous étions, nous, des Rwandais, il ne faut pas croire que nous étions laissés comme ça, agir, sortir comme nous voulions. On était bloqués sur le campus, sauf une fois où nous avons poussé, je dirais, l'imprudence pour aller prendre un verre dans un bar de Bouiza, le rendez-vous du jour qui était très connu à l'époque, pendant les événements, le génocide. On a failli être raflé par des militaires en civil. Heureusement qu'à l'époque, j'étais assez vigilant pour entendre que quelque chose se préparait. On est rentré très vite sur le campus. Campus, on nous appelait les macheteros. Les macheteros, c'était en référence aux macheteros d'Amérique latine,
qui découpaient les propriétaires pour leur ravir les terres. Et là, souvent le matin, sous notre porte, on trouvait des papiers qui nous disaient, écoutez, vous les macheteros, si vous ne rentrez pas chez vous, vous connaîtrez le même sort que vos frères Hutus. Un dernier élément important quand même, celui-là aussi, c'est que même si sur le campus, les massacres ont été organisés et perpétrés par l'armée, on n'a pas vu de militaires tuer des étudiants Hutus sur le campus. Ils étaient raflés, un à un, ou en groupe plutôt, effectivement pour créer le doute chez leurs camarades. Parce que je me souviens avoir conseillé à un étudiant Hutu de fuir, en lui proposant même de l'aider. Via l'ambassade du Rwanda, il m'a dit « ça ne sert à rien, parce que moi, j'ai rien fait. » Il dit « je vais fuir, pourquoi alors que je n'ai rien fait ?» Peut-être que ceux qui sont partis ont effectivement participé à l'attaque des Bamenja. 24 heures plus tard, il était enlevé. C'était un homme très sage, Emmanuel, qu'on appelait Monseigneur, un ancien séminariste. Et je me suis dit, voilà, il a fait confiance à son gouvernement. Il pensait que l'armée ne pouvait pas tuer les fils de ce pays. Et il y a laissé sa vie lui aussi. Si j'insistais sur tous ces éléments, c'est surtout pour mettre en exergue le scénario implacable qui a été utilisé. C'est pourquoi n'hésitez même pas, vous ne devez pas hésiter à utiliser le mot génocide. C'était vraiment un génocide. C'est-à-dire un ciblage de population, préparer les rafles, préparer les outils, les listes, les camions, les militaires qui font le travail et faire disparaître les corps. C'est ce qui s'est passé. La plupart des étudiants qui ont été raflés depuis le 19, plutôt depuis le 2, le 3 mai, ils ont connu le sort des autres Burundais qui ont été enterrés dans des fosses communes dans la plaine de la Rusizi ou du Tanganyika. Je suis une victime comme tous mes camarades qui ont été tués en 72. J'ai dû la survie, très probablement, au fait que je n'étais pas burundais. Beaucoup d'autres ont dû leur survie à peut-être une question de chance. Ceux qui ont fui par l'ambassade du Zaïre, l'ambassade du Rwanda, ou alors par le Sud, même s'ils sont encore vivants, c'est des victimes, c'est des gens qui sont pratiquement morts et ressuscités. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ce phénomène, il s'est passé à l'université, ce génocide-là, mais il s'est passé aussi à l'école secondaire, dans plusieurs écoles secondaires. À l'époque, on disait même que dans une école de... je ne sais plus dans quel quartier, quelques enseignants avaient tué au marteau des enfants de l'école primaire. C'est peut-être pas vrai, mais on le disait à l'époque. Personnellement, j'ai assisté à la mise à mort de 2 personnes sur le campus, devant le home où je vivais, un jeune étudiant du collège du Saint-Esprit qui était venu voir son frère. Son grand frère s'appelait Salvatore. Mais comme il y avait plusieurs Salvatore sur le campus, le petit est venu, il est allé vers le premier groupe d'étudiants qui était à l'extérieur. Il a dit, écoutez, je suis le petit frère de Salvatore, est-ce que je peux le voir? Ils lui ont dit, quel Salvatore? Il a donné son nom, mais il se fait que Salvatore en question avait été raflé quelques jours avant, et les étudiants ont tué ce jeune homme devant mes yeux. C'était un garçon qui devait avoir 15-16 ans, hein. Un jeune footballeur, il avait son équipement et son matériel de... Je pense qu'il revenait d'un entraînement quelque part. Ils lui ont fait avaler le morceau de tissu qu'il avait sur lui, la crème de massage, je ne sais plus de quoi. Ils lui ont fait avaler ça, ils l'ont tabassé, il est mort sur le champ, devant nos yeux. Quelques heures après, un vieillard est passé sur le campus. Il avait une dame jeune pleine de
de pétrole, je pense. Hein. Et les étudiants l'ont pris, ils ont dit, ben, vous devez être un Moumenja, puisque ce pétrole, cette essence-là, c'est pour aller incendier les maisons des Tutsis. Il a été tué sur le coup. Là, sur le camp, par des étudiants de l'université. Cela en soi montre que même si les étudiants n'ont pas massivement participé au rafle de façon physique, ça veut dire qu'ils y ont quelque part contribué peut-être en dénonçant leurs camarades et en montrant trop de plaisir à voir leurs camarades partir. Pas un seul étudiant n'a protesté ouvertement. Monseigneur, le recteur, il n'a jamais protesté. Jamais protesté. Pendant plus d'un mois, 2 mois, il n'a pas protesté auprès du gouvernement, il n'a pas écrit une seule lettre de protestation. Il a laissé ses enfants, comme il le disait, partir. Quand on parle de réconciliation, moi je suis évidemment preneur. La réconciliation, c'est la phase ultime. Après avoir dit la vérité, après avoir identifié les auteurs de ces massacres, de ce génocide, après avoir obtenu qu'ils demandent pardon, et que la justice s'en occupe éventuellement. Donc la réconciliation, très bien. Mais une réconciliation ne vient pas comme ça, ne tombe pas du ciel. Il faut absolument qu'il y ait un processus. Je suis satisfait qu'au Burundi, je suppose que c'est vrai ce qu'on annonce là, je suis satisfait qu'on prépare une commission vérité et réconciliation. Est-ce qu'elle aura lieu? Je ne sais pas. Et c'est peut-être au cours de ce processus-là de vérité et réconciliation que les Burundais pourront enfin se dire la vérité face à face et obtenir que certains criminels qui courent encore à Bujumbura, moi j'en connais pas mal, des anciens camarades de faculté qui ont dénoncé leurs camarades, on les connaît. Mais il y a aussi ceux qui étaient au gouvernement à l'époque, qui sont toujours vivants et qui peuvent au moins dire la vérité. Au moins dire la vérité, dire ce qui s'est passé. Je pense que déjà ça vous comblerait, je ne dirais pas de joie, non, puisque la joie elle est impossible, c'est vos parents qui ont été tués. Mais au moins s'il vous disait la vérité, s'il vous montrait les fosses communes où ont été enterrés vos parents, s'il racontait les origines, les décisions prises par le pouvoir Michombero, vous diriez peut-être enfin, au moins on sait. Et la justice viendrait plus tard. Et je pense que le peuple burundais est assez fort et généreux pour accorder le pardon à ces criminels. Je vous remercie.